Hello, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Vraiment de l'accueil que ce format de vidéo a reçu. Vraiment merci, apparemment ça vous a plu. Bon, il y a encore des points qui sont perfectibles, hein, bien sûr, mais en tout cas, merci de vos retours. Alors je vais essayer de faire un peu plus court, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment trop long. Bon, je vais voir. Je dis pas que je vais y arriver. Mais bon, en tout cas, je vais toujours essayer de faire, comme j'ai dit, hein, plusieurs petites rubriques. Voilà, comme ça, vous pouvez piocher sur tout ça. Donc, comme la dernière fois, comme le premier, je vais vous présenter mes achats récents. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le comics que j'attends depuis tellement longtemps. Il a été reporté plusieurs fois. Mon libraire a eu beaucoup de mal à l'avoir. Mais ça y est, je l'ai enfin. Transformers, le tome 4, Rise of the Decepticon. Voilà. Donc en plus, après, ça clôture un premier cycle de l'histoire de Transformers. Donc voilà, on y est enfin. L'avènement des Decepticons, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le tome 3 est très dynamique, avec beaucoup de choses. Là, ça promet aussi du bon. Je l'ai feuilleté. Alors par contre, j'ai l'impression qu'au niveau des personnages, ils se sont lâchés. Hein. Il y a des nouveaux personnages toutes les 2 pages. Alors, savoir qui est qui, etc. J'ai trouvé ça un petit peu complexe. Mais bon, à suivre. En tout cas, très content de l'avoir. Donc, c'est édité chez Vestron. L'année prochaine, en tout cas, le tome 5 sera une espèce de tome 1, puisque a priori, il y aura un résumé qui permettra de comprendre tout ce qui s'est passé dans les 4 précédents tomes. Donc enfin, voilà. Je continue Terraform Mars avec le tome 6, voilà, que j'ai eu un peu de difficulté à voir. Bon, bref, je vous expliquerai si ça vous intéresse, mais bon, voilà, c'est un peu trivial, mais voilà, donc toujours très sympathique, ce petit manga. Et le gros morceau, il s'agit de l'intégrale 78-79 d'Iron Man, voilà, avec le début du run de Michelini et de Letton. Je crois que c'est Romita Junior aussi qui l'a. Et avec le fameux arc, le démon dans la bouteille, Demon in the Bottle, voilà, qui était paru, le diable en bouteille, qui était paru en best-of, moi j'ai cette version-là, voilà, donc ça reprend les épisodes 113 à 128, et ça c'est 120 à 128. Voilà, l'arc Demon in the Bottle. Je vous montre quelques images, parce que du coup, l'intégrale, je n'ai pas encore lu, et je n'ai pas encore ouvert le plastique. Donc un style Romita Junior, qui était à l'époque très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Donc cette fameuse histoire qui date de 79, et qui structure encore aujourd'hui le personnage d'Iron Man, voilà, vis-à-vis de son alcoolisme et de la dépendance, même si pendant des années il n'a pas été alcoolique, il restera un alcoolique, c'est comme ça qu'il se définit tout au long des dernières séries, hein, et encore aujourd'hui c'est le cas. Et je tenais aussi à vous faire part de mes achats que j'ai fait en brocante ces dernières semaines. Pas grand chose à se mettre sous la dent, j'ai fait 3-4 brocantes et j'ai pas forcément trouvé beaucoup de choses qui m'intéressaient. Néanmoins, 2 petites pépites que j'ai trouvées et que je vais vous présenter. Un numéro de Flash Gordon, donc dans la collection qui n'existe plus, J'ai lu BD. Donc dans les années 80, celui-là il date de 1988. En fait, J'ai lu mettait sous un format poche pas mal de bandes dessinées. Voilà, de tout horizon, hein. Donc on a effectivement du Flash Gordon, on avait du Gottlieb, du Bretéché, du Braun, du Franquin, plein de choses. Je mets, ouais, tout ça a été sorti. Et du coup, j'ai trouvé cet exemplaire à 50 centimes. 50 centimes, alors c'est une Flash Gordon ou Guy Leclerc en français. C'est un comics qui date des années 30, celui-ci date de 1938, dessiné par Alex Raymond. Et en fait, c'est une bande dessinée de science-fiction, un comics de science-fiction où on suit les aventures de Flash Gordon, Dale Arden, sa fiancée, et le professeur Zarkov qui s'enfuient en fusée et qui vont atterrir sur un monde
dirigé par l'empereur Ming. Voilà. Donc ils vivent plein d'aventures, etc. Et alors, outre le fait que historiquement c'est quand même assez intéressant, parce que c'est un comics de 1938, graphiquement je trouve ça très très bon. Alors par contre on peut voir, là c'est assez intéressant aussi en termes d'histoire de la bande dessinée, c'est que effectivement on n'a pas de bulle, on n'a que du texte sous les cases. Voilà. Ce qui fait une narration très différente, puisqu'on a plus une illustration qu'autre chose, mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Graphiquement, c'est vraiment très très beau. Je vous remets. Alors bien sûr, il y a quelques petits points qui font un peu tiquer aujourd'hui, notamment rien que son costume. Et surtout le titre, La Reine des Neiges. Maintenant, je pense que si on dit La Reine des Neiges, maintenant il y a tout de suite plein de musiques qui se mettent en route dans les têtes de chacun, et on dit non, surtout pas La Reine des Neiges. Je ne vous ferai pas l'affront de chanter. Voilà. Mais comme vous voyez, en fait, il a une espèce de combinaison transparente qui lui permet de s'isoler du froid. C'est quand même un peu tordu. Voilà. Donc, mais ça reste de la SF très très sympathique. Voilà. Donc ça c'est un petit achat à brocante. Voilà, vraiment à ce prix-là, c'était dommage de se priver. Et puis, deuxième petite pépite que j'ai trouvée, un tome de Conan aux éditions Lug, voilà, qui date de 78 il me semble, qui est en parfait état. Voilà, vraiment très bon. Donc la forteresse de Zapur, qui correspond à la nouvelle Le Colosse des Reins, avec ce fameux serpent là qui effectivement quand un comic c'est génial. Donc scénarisé par Roy Thomas et dessiné par John Buscema. Voilà, déjà à l'intérieur, première page. On a déjà ça le fait. L'histoire, je vous la raconte pas vraiment parce que du coup, si vous avez l'occasion de lire, c'est toujours intéressant, mais sachez que Conan va encore une fois être poussé à combattre des forces qui le dépassent. Voilà. Et je vous passe la fameuse scène du serpent, qui est quand même une des scènes que je préfère. Je vais essayer de le retrouver sans vous spoiler, parce que du coup, juste la planche du serpent. Avec ce serpent géant par Chrome. Et ouais. Donc, ouais. On a aussi à la suite une autre petite histoire avec cette fois Jim Starlin et Al Milgrom au dessin. Voilà, c'est pas non plus pourri, hein, faut dire ce qu'il est. Voilà, toujours scénarisé par Roy Thomas. Donc un petit tome. Alors là, il date de, je crois qu'il date de 78, que je dise pas de bêtises. 78, voilà. 78. Il est plus de 40 ans, parfait état. Je ne sais pas si les cartonnets vivraient aussi bien. Je ne sais pas. Et ça, je l'ai payé 6 €. Voilà. Là aussi, difficile de ne pas sauter le pas et de ne pas acheter ce tome à ce prix-là. Assez fou. Voilà. Donc c'était mes petits achats, mais à la fois en neuf et brocante. Passons maintenant à la première review, Suicide Squad, tome 3. Suicide Squad, tome 3, alors j'avais pas mal aimé les deux premiers. Le premier était très très violent. D'ailleurs, je me souviens, je vous ai fait d'ailleurs 2 vidéos à ce sujet. Vous pouvez les checker si ça vous intéresse. J'essaierai de mettre le lien à quelque part. Alors, c'est toujours scénarisé par Adam Glass, mais il ne fait que la moitié des épisodes. Et après, c'est Alex Scott qui reprend la suite. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il contient, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. Voilà, 14 à 23. C'est quand même pas mal, hein, ça fait une dizaine d'épisodes. Par contre, il y a une palanquée de dessinateurs, c'est toujours très impressionnant. Moi, je suis toujours très impressionné par le nombre de dessinateurs. Donc là, on a bien que déjà 5 dessinateurs pour 10 épisodes, ce que je trouve absolument énorme. Et 2 scénaristes. Ça va finir le run d'Adam Glass sur la Suicide Squad. Et Alex Scott va commencer toujours un peu dans la même lignée, mais on sent quand même qu'il y a une rupture. Bref. Alors le premier épisode, alors qu'est-ce qui s'était passé dans les tomes précédents? Donc de façon très simple, la Suicide Squad avait été envoyée pour battre une organisation terroriste basilisque, dirigée par Regulus, dont le but est finalement de faire une armée pour détruire les surhommes. Voilà.
on s'était rendu compte qu'il y avait une taupe dans l'équipe, que l'équipe avait été mise à mal, et à la fin, donc là je suis obligé de spoiler un petit peu, Deadshot se tire à travers lui pour atteindre Regulus et le tuer. Et donc on commence, alors c'est les premières pages, hein, voilà. Et donc on commence dans un cimetière avec l'enterrement de Deadshot. Et là on a le retour d'un personnage, voilà, et c'était du lourd quand même, hein. Moi j'ai trouvé que, voilà, donc on a le retour du Joker. Retour du Joker qui était déjà présent, entre guillemets, en tout cas la bout de son visage qui avait été décollé, était présent dans le tome 2. Et donc là il revient avec ce nouveau look qui avait été introduit par Snyder. Il cherche à récupérer Harley Quinn. Et c'est une violence, il se parle, il parle à Harley Quinn avec un rasoir dans la bouche. Je trouvais ça d'une violence assez extrême. Voilà, c'était un épisode vraiment choc. Voilà, pour le coup, c'était dur. Donc, en tout cas, j'ai trouvé que la violence psychologique était assez marquée. Toute la folie du Joker. Voilà. Et donc, sur la suite de cet épisode, c'est un arc en deux, on va dire. Donc, on voit les autres membres qui ont été aussi traumatisés et on finit. Voilà. Et le deuxième, là aussi, le deuxième épisode où Harley et le Joker règlent quelques comptes, hein, mais vraiment, ils se font mal. Hein. On voit qu'ils se font mal. Ils vont même jusqu'à faire du Mike Tyson, si je peux dire, arrachage d'oreilles, etc. Bref, c'est quand même très très chaud. Et à la fin, le Joker fait un truc auquel j'avais pas pensé, mais qui est finalement assez logique. Il réussit à capturer Harley. Voilà, il la met KO et il l'enferme dans une pièce enchaînée au mur avec des tonnes de cadavres. Je vais vous montrer la scène parce que j'ai trouvé que c'était très très fort. Voilà, ici, et il lui dit ouais, tu pensais que tu étais la seule ou la première. Waouh. J'ai trouvé ça d'une violence extrême. Bon, après, le reste du tome, on apprend un peu plus sur ce qui se passe. Donc la fin de la mission vis-à-vis de Basilisk, qui est un flashback dans l'épisode 3. Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis des agents. Voilà, donc, et puis une nouvelle mission avec le personnage de Yo-Yo, qui avait été avalé par King Shark, qui s'en était sorti. Voilà, pendant des mois, il était resté coincé dans ses intestins ou autre, un truc absolument ignoble, et qui s'en était sorti, qui avait réussi à s'échapper, et qui est devenu une espèce de taupe d'Amanda Waller au sein de la Suicide Squad. Donc là, une mission où il doit abattre l'Orchidée Rouge. Donc il y a tout un développement de ce caractère qui ne fera pas long feu. Hein. La Suicide Squad oblige. Hein. Vous connaissez Yo-Yo ? Moi non, donc vous doutez bien de ce qui va devenir. Globalement, c'est assez simple. Hein. Dès que les personnages sont pas trop connus ou pas dans le que ce soit dans la suite en tant que méchants ou même les films, etc., on sait qu'ils vont pas durer très longtemps. Enfin, c'est même pas un spoiler, hein, c'est tout le but de ce comics, hein, finalement, la Suicide Squad. Donc voilà, il se passe un certain nombre de choses, et après, on a un retour, que je dise pas de bêtises, ça se termine. Alors, Adam Glass finit son run sur une mort, et après c'est Alex Scott qui reprend. Voilà, alors en fait je suis très gêné pour pouvoir vous parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. 10 épisodes, c'est énorme en fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors j'aurais envie de vous raconter un peu plus, mais j'ai peur de vous spoiler si vous lisez. Sachez en tout cas que les missions précédentes ont un intérêt et vont servir aux membres de l'équipe. En tout cas, vont servir à Amanda Waller pour contrôler un peu plus son équipe, et que ça fait très mal. En tout cas, il y a toute une espèce de réflexion. Il y a plein de pistes qui sont ouvertes à tout niveau par rapport à tout ça. Et Deadshot, est-il vraiment mort? N'est-il pas mort? Voilà. Je ne vous dis rien par rapport à tout ça. On a aussi un nouveau consultant qui vient à partir du début du run d'Alex Scott, qui ne durera pas très longtemps. Du coup, je crois qu'il va faire qu'un seul arc. Et après, on aura Matt Kind au scénario. Voilà. Et Patrick Zircher qui va faire pas mal. Alors du coup, ça donne un style un peu plus... un peu mieux, je trouve. Alors c'est pas que le premier dessinateur
qui s'appelle Daimyo est mauvais. Au contraire, je trouve qu'il a eu fort à mériter là-dessus, mais bon. Voilà. Donc, beaucoup d'action dans ce tome. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Alors, moi, j'ai lu le 3 et 4 d'affilée. Comme il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de pistes qui sont relancées, c'est assez compliqué de démêler un peu le vrai du faux et de voir s'il y a vraiment une vision un peu claire ou si finalement ils se prennent les événements incontrôlés, tie-in, event, etc. Bon. Je dirais qu'Adam Glass a suivi à peu près sa barque, même si j'ai l'impression qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Du coup, il y a plusieurs choses dans les derniers épisodes qu'il fait qui sont moyennes, qui sont pas très compréhensibles, et du coup qui ternissent un petit peu le reste, qui était plutôt plaisant. La suite par Alex Scott est un peu différente, puisque déjà tout aussi violente, mais avec une optique très différente vis-à-vis de la Suicide Squad et du contrôle de celle-ci. Donc ça ouvre une nouvelle perspective, effectivement, mais voilà, pour mini-spoil, en fait, à partir de ce moment-là, on va considérer que peut-être que la micro-bombe dans leur nuque n'est pas nécessaire. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ou pas là-dessus? Suspense. Donc voilà, donc c'est un tome en demi-teinte, je dirais. J'avais été plutôt assez convaincu par le premier, surtout, et le deuxième qui suivait bien. Ce tome-là, on sent vraiment un déclin. Voilà, un déclin, et voilà. On sent que la série bat de l'aile à tout niveau, et c'est un peu décevant. C'est comme ça. Alors, je crois qu'il y a une intégrale, parce qu'en fait, il n'y a que 4 volumes. J'étais assez étonné, en fait, du coup, effectivement, la Suicide Squad version New 52, il n'y a que 30 épisodes, et après, c'est New Suicide Squad, et après, c'est Suicide Squad Rebirth. Il me semble quelque chose comme ça, enfin bref. Vous pouvez jeter un coup d'œil, mais beaucoup moins d'enthousiasme sur ce tome-là que sur les autres. On enchaîne avec la petite review manga, où j'ai lu Asadora de Naoki Uruzawa. Voilà. Donc Naoki Uruzawa qu'on ne présente plus, qui est vraiment un mangaka, mais qui est extrêmement prolifique, je trouve. Voilà, là effectivement on dit voilà, par l'auteur de Monster, mais moi j'adore plutôt. Voilà, il y a Two Chief Century Boys ici, il y a Billy Bat qui est excellentissime aussi. Voilà, en fait il a fait plein de séries. Je me demande comment cet auteur peut être aussi prolifique quand on voit que certains peinent à sortir une série. Je me dis waouh. Alors en plus, des fois il est accompagné d'un scénariste, mais plus souvent c'est lui le scénariste. Donc voilà. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes dont je vais vous montrer les couvertures. Donc celle-ci et celle-ci. Alors je connaissais absolument pas l'histoire, mais l'histoire finalement, comme à l'habitude, Urasawa reprend une fresque sur plusieurs décennies avec des personnages qu'on va suivre. Voilà, c'est un peu le même principe qui avait été fait dans Monster, voilà, au début et puis 10 ans après, avec une dizaine d'années après, je ne sais plus exactement. Du coup, même on ne tenait pas rigueur. Avec Billy Bat aussi, dont l'histoire suit plusieurs générations. 20th Century Boy, forcément aussi, avec l'enfance, puis l'âge adulte. Enfin, donc là, c'est la même chose, et on commence avec des pages couleurs. Alors là, du coup, je vais montrer les premières pages. Hein. Voilà, donc c'est pas un gros spoil. Et donc, on me dit que cette série s'étale de l'après-guerre, puisque ça commence en 1959 jusqu'à 2020. Voilà. Et je vous remets un peu cette histoire, cette page, effectivement, que voilà, les pages couleurs, je trouve ça toujours très très bien quand il y en a et quand l'éditeur réussit à les mettre, où on voit quelque chose ici. Hein. Je veux dire, c'est la mode, les monstres géants, j'ai l'impression. Je dis ça, je dirais. Et du coup, on va suivre l'histoire d'une petite fille, en tout cas au début, en 1959, Asa, qui est une parmi plein dans sa famille, puisqu'ils sont 10 enfants et 2 adultes. On l'oublie souvent, en tout cas c'est ce qu'elle dit. C'est un peu la personne qu'on oublie, voilà, parce qu'il y a dans une fratrie, voilà, apparemment on l'oublie, je sais pas quoi. Elle va chercher le docteur, parce qu'il y a naissance d'un autre enfant, et en même temps, la ville est soumise à une tempête, qui s'habite au bord
bord de mer, quoi, en port, en fait, et donc il y a une tempête. Et donc là, on commence à rencontrer certains personnages, hein, toujours dans Urasawa, on rencontre toujours plein de personnages, donc on va suivre donc, Shota, qui est un jeune qui veut avoir la médaille d'or à Tokyo. Voilà, sachant que les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est 1964, il me semble. Et d'ailleurs, c'est non, il me semble pas, je crois que c'est ça. Et voilà, et en fait, Azada, qui en fait se balade sur le port avec son copain Shota, en fait, elle voit un voleur. Elle décide de le suivre. Le voleur ne trouve rien de mieux que la kidnapper parce qu'il y a un quiproquo sur le fait qu'elle ait sur son manteau le nom d'un docteur, parce que le docteur lui a dit voilà, tu peux pas sortir comme ça, mets un manteau, je te le prête. Et donc il la kidnappe pensant qu'elle est riche, mais en fait pas du tout, c'est vraiment un voleur et un kidnappeur loser. Voilà. On apprend que c'est un ancien pilote d'avion. Voilà. Et les deux, finalement, se racontent quelques vérités. Elle lui dit c'est bon, libérez-moi, et puis tout sera bon. Et puis ils sortent, et puis c'est vraiment la tempête, ils s'enferment dans un conteneur, et quand ils ressortent, la ville a été complètement submergée. Voilà. Une catastrophe. Et donc tous les deux, ils vont se mettre en cheville pour aider la population. Et alors on se dit, mais alors c'est quoi le rapport avec la première image? C'est quoi le truc? Effectivement, au fur et à mesure, Urasawa va mettre des petits indices de quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est bizarre, un peu un mystère, quelque chose qui, en tout cas, que ont vu, qu'un savant, un scientifique, on suit les aventures en parallèle, on doit plus ou moins, c'est un peu ponctuel, cherche aussi à tout prix. Voilà, il y a quelque chose qui existe, qui peut-être a causé des dommages. Voilà. Donc une espèce de mystère. Voilà, donc je ne sais pas du tout en combien de tomes c'est, mais sur les 4 premiers tomes, alors on voit effectivement Asa enfant, puis après elle devient adolescente, presque adulte, et on va la suivre au fur et à mesure de ses pérégrinations et de ses aventures. Et comme le dit en fait au début le texte, voilà, Asadora est le surnom d'un feuilleton fleuve matinal très populaire de la chaîne japonaise NHK. Et elles ont pour point, il y a plusieurs séries, ils disent que le point commun, c'est toujours une héroïne forte qui doit faire face à l'adversité pour réaliser ses rêves. Alors là, je ne sais pas trop quels sont les rêves d'Asa, finalement, à part être heureuse finalement et avoir sa famille, retrouver sa famille, voilà. Parce que effectivement, suite à ce que je vous ai montré, sa famille, est-ce qu'elle est toujours vivante ou pas, est-ce qu'elle a disparu, enfin, tout un mystère là-dessus ou pas. Et voilà, et Urasawa met la dose de surnaturel qu'il faut. Donc, alors comme chacune de ses œuvres, en fait, on ne peut la juger qu'à partir du moment où on l'a lu dans son entièreté. Mais là, c'était, en tout cas, je trouve ça plutôt pas mal. Pour le moment, en tout cas, j'ai vraiment été happé par le manga. J'ai lu les 4 tomes dans la foulée. Voilà. À suivre, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse, en tout cas, et comme je vous dis, je sais pas comment il fait, mais en tout cas, je trouve cet auteur arrive toujours à nous happer pour qu'on suive ses histoires et avec les mystères qu'il peut mettre, voilà. Même si on peut retrouver un certain nombre de tics. Voilà, je ne vais pas analyser son œuvre point par point, mais voilà. En tout cas, c'est très plaisant. Du coup, est-ce que je peux vous montrer je peux vous remontrer une autre planche qui est un peu plus loin, mais qui va vous permettre de voir un petit peu. Voilà, je vous montre cette planche. Vous ne comprendrez peut-être pas. Hop, mais du coup, vous voyez, le personnage, toujours très typé, toujours très. Dur à voir. Je pense que il faudra que je fasse la complétude des autres œuvres de cet auteur pour vraiment l'apprécier. Comme d'habitude, voilà, vous connaissez, hein, vous likez, vous commentez, ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre, discuter avec chacun. Voilà. Après, sur YouTube, sur le Discord auquel je participe, sur Instagram, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez même, si vous n'êtes pas encore abonné, le faire. Voilà. ça peut aider. Sur ce, je vous dis ciao.